Bon, avant d'en arriver en fait à parler de l'Assemblée constitutionnelle, j'ai eu l'idée que ce serait peut-être pas inintéressant, si on peut me pardonner, je sais que je m'étends en longueur pour les membres du groupe Constitution, mais je ne m'attends pas à ce que les membres de ce groupe-là écoutent ces présentations-ci. En fait, là, je parle plus aux Québécois. Mais avant d'en arriver à l'idée d'une Assemblée constitutionnelle, il serait peut-être pas inintéressant pour terminer la partie sur le pouvoir constitutionnel d'une certaine manière, mais de parler d'un des grands moments constitutionnels de l'humanité, qui est en fait ce qu'on appelle la Révolution américaine ou l'adoption de la Constitution américaine au moment de l'indépendance des États-Unis. La raison pour laquelle il n'est pas inapproprié de discuter de cette révolution-là, pas dans le détail exactement de la révolution, mais dans l'aspect constitutionnel notamment de la chose, c'est que et le commentaire, c'est peut-être pas très long à faire par ailleurs. Je peux pas promettre, là, mais ça va peut-être être un peu plus court que les autres présentations. Mais c'est que, en fait, on comprend un petit peu mal, j'ai l'impression, même dans les milieux académiques, surtout francophones, si je peux me permettre de souligner la chose, l'importance de la Révolution américaine dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'en fait, les Américains ont été les premiers de mémoire là, à adopter une constitution écrite. Fait que ça, déjà, c'est plutôt important. Mais même si il y avait peut-être quelque chose d'équivalent auparavant, l'importance de cette révolution-là est tellement grande, en fait, qu'elle est un peu difficile à cerner. Mais sur un point particulier, qui est celle des idées politiques qui est exprimée là, ce qui est absolument clair, c'est que, et c'est ça le propos ici que je veux tenir, c'est qu'en fait, la modernité politique commence avec la Révolution américaine. Chez les francophones, en étant un petit peu biaisé, puis j'ose dire directement biaisé par rapport à parce qu'on est francophone, particulièrement les Français vont avoir tendance à mettre beaucoup l'accent sur la Révolution française. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, puis j'ose le dire de la manière suivante, vous m'excuserez d'utiliser un peu du slang québécois, là, mais la Révolution française, c'est un repeat de la Révolution américaine. C'est-à-dire que c'est dans la foulée directement dans le temps de la Révolution américaine qui s'était produite une dizaine d'années auparavant aux États-Unis. Il y a eu les Américains qui ont fait la guerre d'indépendance, qui ont mené donc leurs activités, puis que en quelques années avant que la Révolution française débute, ont adopté leur constitution, mais les événements qui ont précédé ça ont duré une dizaine d'années. Et donc, ce qui s'est passé en France est important, mais c'est après. Puis d'ailleurs, ce qui s'est passé en France a rapidement avorté. Enfin, après une dizaine d'années, encore une fois, Napoléon est arrivé, il a mis la barre là-dedans, puis a fondé un genre d'empire. Les idées de la Révolution française sont restées en revanche là, puis Napoléon en a intégré certaines, puis est allé de l'avant par rapport au régime qui précédait d'une certaine manière, pas par rapport à la Révolution elle-même, mais par rapport au régime monarchique qui existait auparavant. Sauf que cette révolution-là, d'un point de vue historique, c'est néanmoins une révolution avortée. Qui n'a pas donné lieu à une autre société directement dans le temps à ce moment-là. La Révolution américaine, elle, a donné lieu directement à une autre société. Et donc, non seulement c'est une révolution, entre guillemets, réussie, c'est pas dire que la Révolution française n'a pas eu d'importance. 100 ans après, les idéaux de la Révolution française devenaient des idéaux courants dans l'humanité, ou pour les Occidentaux du moins, pour les Français au moins. Et donc, ce qui a été fait là était très important pour le reste de l'histoire de l'humanité aussi. Sauf que ces événements-là commencent en fait quand les Américains regardent les monarchies d'Europe puis se disent pourquoi est-ce qu'on paye des impôts à la Grande-Bretagne quand on pourrait tout simplement avoir notre propre pays.
Hein? Pourquoi est-ce qu'on perd notre temps avec ces gens-là, puis qui nous imposent des taxes par rapport, puis que blablabla, blablabla. Et sur cette base-là, hein, ces gens-là se sont dit, on va juste fonder un pays, puis runner notre game chez nous comme on veut la runner. Hein? Et dans ce contexte-là, hein, il y a eu des débats politiques profonds sur qu'est-ce qu'on va adopter comme système politique. Et c'est là, on peut parler de ces débats-là un peu avant, c'est intéressant, mais c'est là que s'est prise la décision, hein, d'expérimenter avec l'élection et puis de mettre en place ce que les Américains appelaient un gouvernement représentatif. Puis ce qui s'est passé avant qu'on en arrive à cette conclusion-là n'est pas inintéressant. Parce qu'il y avait des gens à l'époque qui, par exemple, hein, on l'oublie puis on ne le sait pas pour beaucoup de personnes, mais il y a des gens à l'époque qui se disaient, ben là, si on fonde un État, il va falloir qu'on se trouve un roi. Hein? Qui va gouverner si on n'a pas de roi? Hein? Fait que là, il y a des Américains qui se disaient, ben il faudrait qu'on aille en Europe trouver une grande famille royale puis qu'on les importe. Hein? Ou qu'on décide de se trouver un roi chez nous. On pourrait peut-être dire que Franklin, ça va être notre roi. Hein? C'est des vraies discussions que ces gens-là avaient parce que ça allait tellement de soi à cette époque-là que la monarchie, c'était le système politique normal, hein? Que oui, peut-être avoir une certaine représentation, certaines assemblées politiques, mais le système britannique était comme ça, puis tous les autres systèmes étaient autour avec des rois, puis donc ça allait plutôt de soi dans l'esprit de certaines personnes qu'il fallait continuer dans cette voie-là. Et puis l'idée de ne pas faire ça, hein, elle n'est pas à 100% de soi. Et puis, il a fallu qu'il y ait des gens qui la défendent et qui disent, dans le fond, on n'a pas besoin de ça, on peut laisser ça aux Européens puis faire d'autres choses. Et la raison pour laquelle je mentionne cette révolution-là à ce moment-ci, hein, c'est qu'en fait, elle a comme une double pertinence par rapport au débat qui nous occupe. Qui est un peu paradoxal par ailleurs. Hein. C'est à la fois l'exemple du type de changement que je veux porter pour le Québec, en ce sens que quand les Américains ont rompu avec un système dysfonctionnel, je veux qu'on fasse exactement la même chose avec le système électoral. Hein. Pour moi, le système électoral ne fonctionne pas et donc je veux un système qui fonctionne et la base pour avoir un système qui fonctionne, c'est avoir une assemblée constitutionnelle où les citoyens peuvent refonder graduellement leurs institutions politiques. Hein. L'ironie de la chose, hein, c'est que ce système électoral-là dérive de cette révolution américaine-là elle-même. Hein? Puis il y a un beau paradoxe là-dedans. En ce sens que quand je suis critique de la démocratie électorale, je critique de ce qu'elle est devenue, puis du fait qu'elle est inadaptée présentement. Mais je ne suis pas en train de dire que ce système politique-là n'a pas eu sa place dans l'histoire. Je suis en train de vous dire au contraire, en fait, que je m'inspire même de ce que les Américains ont fait, que c'est peut-être même ma principale source d'inspiration d'une certaine manière, pour dire qu'on doit refaire la même chose. On doit, comme eux se sont penchés sur la question, qu'est-ce qui serait un meilleur gouvernement que cette patente européenne-là qui ne marche pas, puis qui nous comment dire de manière polie, qui nous picosse, hein, qui nous picosse drôlement avec ses taxes puis tout ça. Qu'est-ce qui fonctionne pas avec ça, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui fonctionne? Ces gens-là se sont posés cette question-là et ont mis en place à ce moment-là, hein, un régime représentatif. Aujourd'hui, face à ce même régime représentatif que nous, on appelle électoral, hein, et puis auquel on a accolé le mot démocratie de manière un petit peu impropre, mais néanmoins, hein, avec cet idéal-là de démocratie du moins, on peut regarder ce système-là et se dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne. Et c'est important, d'une certaine manière, en fait, pour bien comprendre, hein, que quand je fais une critique du système électoral, c'est pas une critique absolue puis vide. Je ne suis pas en train de dire que cette idée-là n'a pas apporté quelque chose à l'humanité. Je suis en train de dire qu'on est vraiment arrivé au point où on doit dépasser ça. Il ne serait pas, par ailleurs, hein, inintéressant de noter quand même que deux choses. Hein. C'est que, premièrement, cette révolution américaine-là a eu lieu à
à la marge des grands États européens. À ce moment-là, c'était juste des colonies. Hein. Il y avait 13 colonies sur le bord sur le côté est des États-Unis qui ont décidé de se lancer dans ce projet politique-là. Hein. C'est-à-dire que on n'avait pas encore colonisé le centre des États-Unis, ou conquis selon les perspectives. Et donc, cette innovation-là a eu lieu, hein, de ce fait-là, dans un petit pays, qui n'était pas un pays encore, mais dans le sens que les États-Unis qui venaient d'être fondés, là, c'était loin d'être une puissance d'un point de vue démographique. Hein. Et c'est rapidement, ou plutôt rapidement, devenu un État significatif, mais ça a quand même pris pas mal de temps, puis c'est vraiment juste après la Deuxième Guerre mondiale, 200 ans plus tard, qui était un État très puissant. Hein. Sauf que, ou bien disons, le plus puissant au monde. Puis il ne faut pas l'oublier de mentionner ça non plus. Hein? Sur la base d'un régime politique qui était plus fair par rapport à ce que les Européens avaient, hein, les Américains éventuellement ont déclassé les Européens. Hein? Puis sont devenus la référence politique dans le monde, mais aussi l'État le plus puissant. Et donc, enfin là, il y a plusieurs points sur lesquels, une fois que je m'embarque dans le sujet, j'aime ça en parler, ce sujet-là. Mais justement, ça, il ne faut pas négliger aussi d'expliquer comment l'État, comment les références ou comment la logique du système représentatif électoral, donc américain, est devenue la référence, hein, pour les autres États. Comment ces idées-là sont devenues finalement les idées fondatrices de notre idée de démocratie. Hein, quand je parle vous savez que mon idée de démocratie est un peu particulière, mais de notre idée de démocratie électorale. Hein. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle c'est éminemment important de mentionner cette révolution-là et cet événement-là et la Constitution américaine. Hein. Et l'autre, outre le fait que ça a lieu dans un petit pays, hein, puis là je suis en train de prêcher pour ma paroisse, mais quasiment. Vous pouvez peut-être lire un petit peu entre les lignes ce que je suis en train de vous dire, mais outre le fait que c'est un petit pays, c'était aussi un pays dans les Amériques. Hein. C'était aussi un pays dans la seule grande terre où il y avait un nouveau début pour les colons européens, hein, qui pouvaient être libres d'enfin faire l'expérience de quelque chose d'autre. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, hein, mais autrement dit, il n'y avait pas le poids d'une histoire très très longue en arrière. Il y a aussi l'Islande, puis on pourrait inclure le Groenland si on veut être complètement faire le tour de ces genres d'États-là, mais ceux-là étaient plutôt au temps médiévaux. Hein. Mais cet État-là était aussi américain, hein, dans le sens qu'il était dans les Amériques, et de ce fait-là, cette société-là, à ses origines, qui était une société quand même beaucoup plus intéressante que ce qu'elle est devenue maintenant, hein, elle a vraiment fait un gain important ou apporté une contribution importante à l'humanité. Et parmi la vision différente qu'on avait à ce moment-là en Amérique, puis nous, la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'on en fait partie du fait qu'on est aussi nord-américain, bien sûr, c'est que dans les Amériques, hein, il y a une idée différente de l'avenir. Il y a une idée différente du progrès, il y a une idée différente de ce qu'on peut faire, puis une idée différente d'où on porte finalement notre regard. Hein. Les Européens portent leur regard beaucoup plus sur le passé, nous on le porte beaucoup plus vers l'avenir, parce qu'on est jeune en tant que nation. Hein. On commence à le porter un peu sur le passé, mais parce qu'on est encore plutôt jeune, on le porte notamment plus sur l'avenir. Puis dans l'ouest, hein, de l'Amérique du Nord, on le porte encore plus sur l'avenir parce qu'on est encore plus jeune. Et donc, il n'y a pas juste, encore une fois, hein, pour peut-être comparer avec ce que j'ai dit par rapport à la Grèce, il n'y a pas juste le régime politique. Hein, il y a aussi la possibilité que ce régime-là ouvre en tant que société. Hein. Puis en ayant un régime beaucoup plus avancé que ce qu'il y avait en Europe, hein, c'est là qu'il y a eu la société américaine qui a quand même, dans ses premiers jalons du moins, hein, donné une impulsion nouvelle à l'humanité. Hein, au point où, comme je le disais, éventuellement, tous les États se sont réclamés de la légitimité de l'élection comme un système, entre guillemets, démocratique. Ils ont senti l'obligation au moins de s'en réclamer, sinon d'adopter ce système-là comme ils ont fait dans les pays occidentaux notamment.
puis dans bien d'autres. Tu sais, quand je parle, il y en a certains qui sentent au moins la nécessité de s'appuyer sur cette légitimité-là. Je parle des dictatures qui, même si ce n'est pas des démocraties, hein, vont souvent avoir, ou avaient du moins dans les dernières décennies, hein, souvent le discours où il y avait des fausses élections pour faire au moins comme s'il y avait une démocratie. Parce que c'était ça la référence de légitimité politique. Fait que tout ça, ça s'est fait sur la base de ce grand événement-là, hein, qui est la Révolution américaine, avec il y a bien sûr la déclaration d'indépendance qui est importante, mais avec comme deuxième grand document, et peut-être plus important d'une certaine manière, moins poétique puis moins grandiose en termes d'idéaux, mais en termes de contenu, hein, dans la Constitution américaine, à ce moment-là, ce que ces gens-là ont fait, sont quand même allés de l'avant. Hein. L'ironie de la chose, c'est que je suis en train de dire qu'on devrait, d'une certaine manière, défaire ça puis aller plus loin parce qu'il y a quand même certains problèmes plutôt importants dans la manière qu'ils ont fait la chose à ce moment-là, notamment dans ce sens que, dans la perspective où ils ont un petit peu verrouillé, hein, la possibilité de changement constitutionnel dans l'avenir pour le reste de l'histoire des États-Unis, où on se ramasse aujourd'hui à avoir des problèmes, notamment aux États-Unis, à cause de ces éléments-là. Et puis, bon, donc essentiellement, hein, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au Québec, on pourrait faire la même chose. On est aussi en Amérique du Nord, on est aussi dans les Amériques, hein, puis on devrait avoir le guts, hein, de aussi se dire, je veux dire, si eux l'ont fait, ils ont eu la capacité de regarder un régime politique qui était dysfonctionnel, qui était devenu dysfonctionnel, tu sais, qui marchait encore, puis qui existait encore, qui était encore à présent, mais qui n'était pas satisfaisant. Hein? Si eux ont eu la capacité de le faire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Puis qu'en faisant ça, hein, peut-être avec moins d'ambition, je n'ai pas nécessairement l'ambition de faire du Québec un empire, mais avec une ambition peut-être plus aidante pour le reste du monde, hein, on pourrait, ce faisant, devenir une inspiration pour d'autres pays qui pourraient se dire « Ah, là, c'est intéressant ce qui s'est fait dans ce pays-là, puis si eux peuvent le faire, ça veut dire que c'est possible. » Hein? Puis donc, nous aussi, on pourrait aller dans ce sens-là, puis se mettre à changer nos États de manière significative au lieu d'être des simples avaliseurs aux 4 ans de politiciens qu'on n'a pas vraiment choisis, hein? Qu'on n'a pas vraiment pré-choisis, pour être plus exact. Et donc, c'est un peu ironique. Hein? Je suis en train de vous dire que il y a un bel exemple dans l'élément fondateur de la Révolution américaine, mais qui a nécessité, hein, urgence même, de refonder finalement nos États sur des idéaux réellement démocratiques et puis d'aller beaucoup plus loin que ce que les Américains auraient pu imaginer à l'époque. En passant, je voulais introduire un petit point que je vais me permettre de dire ici. Là, c'est pour la commission, excusez-moi, je pense que c'est la commission numéro 5. Hein? Dans la commission numéro 5 du groupe Constitution, on nous parle des Autochtones, du Canada puis du monde. Hein? Et on a peut-être mentionné la francophonie. Mais pour moi, hein, enfin, outre le Québec, hein, donc notre identité qui est la plus importante, outre notre appartenance au Québec, c'est non pas le Canada, hein, et le monde, oui, là, on en fait bien sûr partie, mais c'est bien plus les Amériques. Et je trouve ça un petit peu, pas exactement dérangeant, mais je pourrais expliquer ma pensée plus largement sur la question, mais je trouve que les Amériques devraient figurer, hein, peut-être même prioritairement, dans la liste des grands ensembles duquel le Québec fait partie. Hein? Pour moi, je me considère, au-delà d'être un citoyen du Québec, comme un citoyen des Amériques d'une certaine manière. Hein? Je suis conscient qu'il n'y ait pas une organisation politique continentale pour représenter mes intérêts, là. Sauf que culturellement, je considère que je fais partie de cette civilisation-là. Hein, puis non pas nécessairement de l'Occident qui se relie à l'Europe, mais beaucoup plus des Amériques. Bien sûr, on fait aussi partie de la francophonie, puis on a des racines européennes plus largement,
Mais pour moi, c'est les Amériques qui constituent, comme le disait Simone Bolivar à l'époque, ma grande nation. Et donc, je trouve que dans cette commission-là, on devrait peut-être réfléchir à cette question quand même importante-là. Le Québec fait partie de cette civilisation-là qui, sur la base de la Révolution américaine, entre autres, mais aussi avec la Révolution de M. Bolivar dans le Sud et de l'ensemble d'autres pays, où on a constamment eu cette idée-là d'un regard porté davantage vers l'avenir que vers le passé. Et puis c'est peut-être la grande contribution d'une certaine manière de cette civilisation-là au reste du monde. Et donc, pour moi, c'est plus critique ou important ou pertinent de souligner notre appartenance à cette civilisation-là que même aux autres éléments qui sont mentionnés, ou du moins de manière concomitante avec les autres éléments qui sont mentionnés dans le document de présentation du groupe constituant. Et puis donc, la Révolution américaine et les autres révolutions qui se sont faites dans cette foulée-là font partie de notre héritage politique plus largement si on suit ma perspective. Mais même si on ne la suit pas, pour le reste du monde, ça a été la révolution qui marque le début de la modernité politique. Et donc, cette fois-ci, je pense que j'ai fini la partie sur le pouvoir constitutionnel. Et dans la section numéro 3, on pourra discuter de comment on pourrait continuer finalement cette révolution-là, compléter, parachever la belle révolution américaine et puis faire une révolution au Québec aussi, sans les armes, mais avec notre crayon à la main et en adoptant une constitution qui remette vraiment le pouvoir constitutionnel entre les mains du peuple.